Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Notre invité du jour va nous mener à la baguette pour nous emmener dans son univers artistique qu'il aime transmettre et partager. Patrick Souillot est chef d'orchestre mais aussi le fondateur de la Fabrique Opéra, un projet inédit qu'il a lancé il y a plus d'une quinzaine d'années à Grenoble afin d'ouvrir, vous allez le voir, les portes du spectacle lyrique à tous. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Patrick, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir en direct. Vous faites une pause dans votre agenda évidemment surchargé parce que les saisons culturelles s'enchaînent d'une année à l'autre. Je le disais, vous êtes chef d'orchestre, créateur de la Fabrique Opéra à Grenoble. Qui vous a donné l'envie de devenir chef d'orchestre ? Léonard Bernstein, en toute simplicité, que j'ai vu un concert, j'avais 5 ans et demi, 6 ans, et j'ai vu ce monsieur, c'était un concert à la télé un dimanche à midi, et il jouait Rhapsody in Blue et Un Américain à Paris, et il jouait et dirigeait du piano, et c'était un tel bonheur de voir ce monsieur exulter dans cette musique, évidemment si géniale, colorée, et qui parle aux enfants avec ses klaxons, avec tout ça. Indémodable effectivement, Et je me c'est suis vrai dit, que... indémodable évidemment, et puis je me suis dit mais ça a l'air tellement bien comme métier, je veux faire ça. Et j'ai eu une chance incroyable dans ma vie, c'est qu'il y avait des classes musicales à Besançon et je suis rentré au CP musical. Je n'ai jamais mis les pieds dans des classes dites normales, je suis toujours resté dans ces classes à horaires ménagés. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Léonard Bernstein ? Oui, j'ai eu une chance incroyable, c'est de le rencontrer en 86 et de devenir son assistant. Voilà, j'ai fait une masterclass avec lui au Conservatoire américain de Fontainebleau. Et j'ai fait aussi sa tournée des 70 ans avec le Schleswig-Holstein Music Festival. Je l'ai suivi à Vienne, à Amsterdam, etc. Qu'est-ce qui vous a apporté dans votre parcours artistique ? Alors, je crois que Bernstein était d'abord un véritable génie, comme il y en a peu dans les siècles, au même titre que Picasso ou des choses comme ça. Une force de travail absolument incroyable, une passion, une énergie sans borne. C'était aussi un compositeur, un pianiste, un pédagogue, un homme de médias aussi. Il m'a appris évidemment qu'il fallait travailler et qu'il fallait mettre l'humain au cœur de tout ça. J'étais frappé la première fois où on est allé à Vienne ensemble. Il appelait tous les musiciens par leur prénom, il savait s'ils étaient mariés, s'ils avaient des enfants, etc. Il avait une connaissance des gens, alors que dans un orchestre, il y a 80 musiciens. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que vous faites, vous aussi, aujourd'hui, avec les musiciens que vous côtoyez. Vous faites en sorte d'être proche d'eux. Pas forcément proche, parce qu'il n'y a pas d'intimité non plus, mais ça dépend des orchestres. L'orchestre que je dirige souvent en Turquie, évidemment, je connais les gens, bien évidemment. À Grenoble, où c'est des étudiants, par nature, ils changent assez souvent. Très régulièrement. On va revenir à Léonard Bernstein, qui a composé donc de nombreuses comédies musicales, notamment West Side Story, que j'aime beaucoup personnellement. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre musical ? D'abord, toute cette musique américaine, elle vient de chez nous. Et West Side Story, en termes de structure, c'est une déclaration d'amour à l'opéra et même à l'opérette européenne. Et puis il y a cette efficacité, évidemment, ces couleurs, ce rythme. C'est une musique mixte, entre guillemets, avec des couleurs qui viennent de partout. Bon, en plus de ça, dans West Side Story, il y a évidemment les latinos, etc. Donc c'est truffé de couleurs, de rencontres. Et évidemment, la musique, ce sont des rencontres. Avec la musique, on voyage dans le temps, dans l'espace, dans les continents, c'est extraordinaire. Alors après votre parcours académique, vous êtes devenu le plus jeune professeur de direction d'orchestre. Comment vous avez vécu ce statut à l'époque ? Ah, on était 3. Une chance sur 3. Bon, ça, c'est pas des
des grandes victoires. La victoire, c'est d'être professeur, alors que je viens d'une famille qui n'est absolument pas musicienne. Et puis mes grands-parents m'avaient dit quand même, il faut que tu aies un vrai métier. Oui, parce que c'est pas toujours perçu comme un vrai métier encore aujourd'hui. C'est pas un chef d'orchestre. Il faut que tu sois prof, ça va être mieux. Donc effectivement, il y avait ce diplôme qui était en préparation. Je l'ai passé avec grand bonheur, je l'ai eu. Et j'ai eu le bonheur d'enseigner à Montpellier pendant quelques années. Ouais. Et de tourner donc partout dans le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être impressionné parfois ? Oui, impressionné. Je me suis retrouvé à la tête du London Symphony Orchestra pour les Conducting Day. Un orchestre évidemment magnifique. Et puis au bout d'un moment, je vois une tête qui n'avait pas d'instrument, et c'était Colin Davis qui était au milieu de l'orchestre et qui scrutait les jeunes chefs qui passaient. J'ai fait aussi des concerts évidemment avec Leonard Bernstein dans le monde entier, où je dirigeais en première partie, comme il le faisait souvent avec ses assistants. Et je me souviens au Derby Park à Hambourg, 10 000 personnes, en fait je voulais même pas y aller. Et je me suis pris son pied au derrière et j'ai volé littéralement sur la scène. Et vous avez apprécié, bien évidemment. Ah mais bien sûr, évidemment. Alors on parle de musique classique depuis tout à l'heure, des tours du monde que vous avez pu faire, parce que vous n'avez pas fait qu'un seul. Est-ce que la musique classique est vraiment présente partout, dans tous les pays, où il y a encore certains pays où en fait finalement on n'a pas d'ensemble symphonique et de concerts classiques ? Alors, il y a évidemment des pays dans lesquels il n'y a pas d'orchestre symphonique. Quand ce n'est pas la culture d'un pays, il n'y a pas de raison, au bout du compte, qu'il y ait... Il n'y a pas d'orchestre de saz national, par exemple, en France. Il y en a en Turquie, voilà. Après, il y a des pays qui essaient d'avoir des formations symphoniques, plus ou moins jeunes, plus ou moins compétentes. Et notre métier, c'est aussi d'aller transmettre tout ce qu'on sait faire dans ces pays-là pour faire grimper le niveau musical. Évidemment, on accueille beaucoup d'étudiants de ces pays-là. Je pense au Vietnam, je pense aux Philippines, tous ces pays asiatiques. Donc, ce n'est pas la culture originelle, mais qui ont des musiciens et qui viennent se former ici. Alors, l'idée, c'est quand même qu'ils repartent dans leur pays, parce que bien souvent, ils sont tellement bien chez nous qu'ils s'installent, ils rentrent dans des orchestres parce qu'ils sont très bons aussi. Mais c'est bien de repartir là-bas pour diffuser aussi cette passion pour le classique. C'est comme quand on forme des médecins ou je ne sais quoi ici, et que les gens ne repartent pas dans leur pays. En fait, c'est très bon pour nous, mais c'est pas bon pour les pays d'origine. Et quel rapport vous avez avec les musiciens que vous dirigez ? Alors, je ne vais pas dire que je les aime, mais j'ai forcément de la tendresse et de l'admiration pour leur métier, qui est très très difficile. Maîtriser un instrument à ce niveau-là, c'est des sportifs de très haut niveau. Et de la constance aussi. Et de la constance, bien évidemment. Et le sportif de très haut niveau, sa carrière, elle dure 5, 10, 15 ans. Là, c'est des carrières de 30, 40 ans, toujours au bon niveau, etc. Et c'est tous les jours, on travaille tous les jours, toutes les semaines, il y a des concerts, etc. Il y a une littérature formidable. Évidemment, il y a la littérature qu'on a déjà jouée. Il faut avoir la plasticité cérébrale, entre guillemets, de se remettre en question avec chaque chef. Mais c'est la même chose pour vous aussi en tant que chef d'orchestre, c'est-à-dire que vous devez en permanence faire en sorte que votre énergie, votre présence avec les musiciens soit la même. Oui, mais ils nous en donnent tellement en retour, c'est ça qui est formidable. L'énergie, c'est un match équilibré, totalement équilibré. Et puis, ce qui est génial, c'est quand on arrive dans un orchestre, en fait, on a une idée de ce qu'on veut obtenir, et puis il y a ce qu'ils nous donnent aussi. Si vous allez diriger une symphonie de Beethoven en Italie ou en Allemagne, vous n'avez pas la même proposition, et donc c'est cette rencontre entre votre proposition et ce qu'ils ont l'habitude de jouer qui fait qu'on arrive à un résultat qui n'est jamais le même, et c'est ça qui est passionnant. Et vous avez donc lancé en 1989 l'Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble. Vous avez pris en tout cas la direction. Comment fonctionne cet orchestre aujourd'hui ? Alors, c'est quelque chose d'assez passionnant. Moi, j'adore travailler avec les amateurs, parce que le chemin entre la première lecture et le concert est tellement un parcours inimaginable. C'est-à-dire que vous vous sentez magicien en quelque sorte de pouvoir les élever de cette manière-là ? C'est ça, on les fait se surélever, et puis la première répétition, après le dernier concert, on retrouve l'orchestre qu'on avait 3 mois avant, et on s'est dit,
Aïe, 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 ça sert quand même de travailler. Quels sont les profils que vous accueillez dans cet orchestre? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce sont à 90% des étudiants scientifiques. C'est une spécificité, mais vous savez, la science et la musique font bon ménage, et je crois qu'il y a quelques similitudes dans nos réseaux de neurones qui s'activent quand on fait des sciences et de la musique. Donc, je ne suis pas étonné. Et puis, ce sont des gens extrêmement structurés, qui ont l'habitude de se tenir à des rendez-vous, etc., du travail personnel, etc. Mais vous aimez travailler avec toutes les générations, ce côté intergénérationnel, ça vous plaît beaucoup parce que vous avez aussi cette passion de la transmission à travers mon petit concert qui s'adresse aux enfants, aux néophytes. Là d'ailleurs, le 26 mai, il y aura une invitation à découvrir Ma Merlois de Maurice Ravel, ce sera à Grenoble à 20h, salle Messiaen. Le public jeune aujourd'hui est encore réceptif à la musique classique? Alors d'abord, on a un devoir de transmission, de patrimoine. Comme il faut laisser une planète viable à nos enfants, il faut aussi leur transmettre le patrimoine. À eux de savoir s'ils aiment ou pas. L'idée n'est pas forcément de tous aimer la même musique, Dieu merci, mais d'avoir cette proposition de dire écoute ça. Ça marche très très bien avec les enfants. D'abord parce qu'ils sont en général très bien préparés dans les écoles. Et puis, avoir des musiciens en direct, c'est pas comme sur la tablette ou sur le téléphone. Et là, il y a une réelle émotion. Ils sont tous super intéressés, très, très étonnés. Et puis, ils veulent aller toucher l'instrument, discuter avec les musiciens. Donc, ça marche formidablement bien, mon petit concert. L'opéra Turandot, c'est le dernier en date que vous avez présenté début avril. Donc, c'était au Summum de Grenoble, un opéra de Puccini. Comment se sont passées les 4 représentations? Écoutez, pas mal. On a eu, je crois, un beau spectacle. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu de la part des spectateurs. Et puis, c'est une musique extraordinaire. Évidemment, tout le monde connaît, en fait, Turandot, avec l'air phare Nessun Dorma. Et en fait, personne ne sait que ça sort de cet opéra, qui est le dernier opéra de Puccini. Et c'est ça aussi la magie de l'opéra. C'est qu'il y a des extraits comme ça qui sortent, qui traversent les âges, qui sont populaires dans le monde entier, évidemment. Mais on en oublie les compositeurs parfois, voilà, on malheureusement. oublie l'origine, Oui. et ça, c'est une des forces de l'opéra. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Bien sûr. Et la force de la Fabrique Opéra, ce sont les jeunes que vous mettez au centre de votre projet. Quel regard ces jeunes portent aujourd'hui sur l'opéra? Alors, en fait, avec eux, on essaie de déconstruire les a priori qu'il y a sur l'opéra, qui ne viennent pas de nulle part. Du reste, ils ont des fondements historiques en France. Légitimes. Alors, légitimes, je ne sais pas s'ils sont légitimes, mais ils ne viennent pas de nulle part. L'idée, c'est de donner, une fois de plus, la chance de découvrir l'opéra aux jeunes. Vous aimez pas, c'est pas le débat en fait. Mais vous n'aimiez pas quand vous étiez jeune, apparemment, l'opéra. Quand j'étais enfant, je détestais l'opéra. Mais pourquoi? Parce que je trouvais ça vieillot, ringard, voir ces grosses dames chanter toutes droites et on ne comprenait pas un mot de ce qu'elles disaient. Sincèrement, c'était épouvantable. Et donc, je sais mieux que quiconque qu'on peut avoir détesté quelque chose et finir par l'adorer. Donc, je propose de faire ce chemin-là en accéléré à tous les jeunes qui nous rendent un service incroyable puisqu'ils sont aussi acteurs. C'est ça l'esprit de l'opéra coopératif, c'est qu'ils sont acteurs de l'opéra. Alors évidemment, quand on est acteur de quelque chose, on regarde les choses évidemment avec un regard différent. Et donc ces jeunes fabriquent des costumes, des coiffures, des maquillages, de la communication, ils accueillent, ils font de la sécurité, etc. Tout ce qu'on peut imaginer leur déléguer dans le cadre d'une production lyrique, on le fait évidemment avec nos équipes artistiques et techniques, mais on fait ce voyage ensemble. Depuis 2006, est-ce que c'est un concept, la Fabrique Opéra, qui est perçu par les puristes comme quelque chose de dérangeant, j'ose dire ? Alors, je ne crois pas que ce soit dérangeant. D'abord, dans notre public, on a des puristes qui viennent à l'opéra. Et notre idée, c'est que les gens qui viennent découvrir l'opéra chez nous, un jour, poussent la porte d'un opéra pour aller voir à l'Opéra de Lyon, magnifique maison, ou n'importe où ils vont. C'est-à-dire que c'est un outil pédagogique, en quelque sorte, la Fabrique Opéra, pour celles et ceux qui auraient peur d'approcher un opéra, on va dire, plus important ensuite. L'opéra, il est en danger. Il y a 4% des Français qui y vont. Donc, il y a un gros problème. Et la moyenne d'âge prend 6 mois tous les ans.
Donc ça veut dire que dans 50 ans, il ne va pas rester grand-chose. Donc il faut que tout le monde s'y mette, les artistes, les directeurs d'opéra qui le font évidemment, etc. Mais il faut qu'on s'y mette tous parce que la situation est vraiment... Mais le succès pour vous est plutôt là, avec la Fabrique Opéra, puisqu'il y a d'autres régions en France qui ont repris ce concept, j'ose dire, notamment dans le Val-de-Loire, en Seine-et-Marne, dans les Hauts-de-Seine, en Alsace, etc. Est-ce que c'était votre premier objectif initialement, quand vous l'avez lancé à Grenoble, de le diffuser comme ça partout en France? Non, on doit ça à l'ancienne ministre de la Ville, Fadela Amara, qu'on avait rencontrée et qui nous a dit « Mais pourquoi vous faites ça seulement à Grenoble ?» Et elle a dit « Mais essayez de savoir pourquoi ça marche à Grenoble et on va essayer de cloner ça, entre guillemets, d'essaimer ça dans d'autres territoires. » Et donc, c'est grâce à elle on s'est posé les bonnes questions et puis on a mis en route une association dont le but est d'essaimer et donc qui continue à essaimer ce projet, ce modèle de production. Et vous, en tant que fondateur, vous continuez d'accompagner celles et ceux qui prennent le relais dans d'autres régions? Bien sûr, Oui. bien sûr, on est en contact permanent. Maintenant, c'est un réseau. Il y a 9 fabriques, il va y en avoir 2 nouvelles l'année prochaine. Et puis Ce sera où? Alors, Vous pouvez le dire ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en aura en Occitanie, à Narbonne, et puis à Saint-Brieuc. Là, il va y avoir au mois de juin une nouvelle fabrique qui va lancer son Carmen au Zénith à Dijon. Voilà, on continue l'aventure et l'idée, c'est qu'il y en ait partout dans le territoire. Et quelles sont vos envies en tant que chef d'orchestre et créateur de la Fabrique Opéra pour ces prochaines années? Alors, des envies musicales, évidemment, beaucoup. J'aimerais un jour qu'on arrive à faire une création, parce que l'opéra doit se renouveler. Il y a aussi plein d'opéras que je voudrais faire, et même si on n'a pas tous les outils à disposition, on verra comment on peut s'arranger. Et puis surtout, je voudrais qu'on change le rapport du public à l'art lyrique, qui est plus cette appréhension, de dire je vais dans un lieu qui peut m'intimider socialement, écouter quelque chose qui n'est pas mon langage favori, dans une langue que je ne connais pas, etc. etc. Et donc, il faut dédramatiser ça. Mais on a une porte d'entrée qui est géniale, qui s'appelle la comédie musicale, qui a un succès incroyable dans notre pays. La comédie musicale, c'est de l'opéra, c'est pas autre chose. C'est de l'opéra comique, etc. Donc, c'est la même famille, tout ça. Oui. C'est le grand art lyrique. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de projets singuliers, notamment une collaboration avec le chœur La Note Bleue, avec lequel vous avez fait donc 5 concerts en Isère autour de la chanson française. Quel était votre souhait cette fois-ci? D'abord, j'aime tous les genres musicaux. Pour moi, il y a la bonne et la mauvaise musique. Alors, que je fasse des musiques de films, de la variété, du classique, du baroque, du contemporain, ça n'a aucune espèce d'importance. L'idée, c'est de partager avec le public. Et la chanson française, ce sont des trésors. Et en plus de ça, dans ma jeunesse, j'ai essentiellement écouté de la chanson. Je le fais encore beaucoup. Et donc, j'adore partager ça. Et mettre en musique, orchestrer de manière symphonique des chansons, ça leur donne évidemment une autre dimension. Bien sûr. Alors pour terminer cette émission, c'est la tradition, on demande toujours à notre invité de choisir la personne qu'il trouve formidable. Lorsqu'on vous a posé cette question, vous avez répondu la musique. Mais pourquoi finalement? Ça n'est pas une personne, la musique. Et parce qu'elle n'a pas d'ego, qu'elle survit à tout et qu'elle comble chacun de nous. Voilà, donc avec la musique, on n'est jamais déçu. Et pour illustrer cette ode à la musique, eh bien, on a choisi, vous le voyez, Euterpe, la patronne des muses de la musique dans la mythologie grecque, avec cette mosaïque du IIe siècle, voilà, qui est remarquable. Merci beaucoup, Patrick, vraiment pour cette présentation. On ira sur le site de la Fabrique Opéra-grenoble.com pour découvrir la programmation 2024. Bien. Quelle est l'œuvre que vous allez mettre en lumière l'année prochaine à Grenoble? Je ne le sais pas encore. Ce sera annoncé rapidement, mais j'ai encore pas tout décidé. J'ai encore quelques hésitations.